Philippe Val, bonjour. Bonjour Merci Natacha. beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Alors le titre peut paraître impressionnant, il s'inscrit en fait dans une filiation et on va en parler. C'est celle du dictionnaire philosophique de Voltaire. Vous l'expliquez au début du livre. D'abord, la forme du dictionnaire, c'est vrai, est une forme assez plaisante qui s'apparente à la promenade. Mais cette inscription dans la lignée de Voltaire, j'ai envie de vous dire, on comprend très bien pourquoi. On comprend très bien pourquoi aujourd'hui se dire qu'il faut continuer à écraser l'infâme. Mais est-ce qu'on est toujours dans cette civilisation des Lumières ou est-ce que les choses ont terriblement bougé? On est héritier de grandes idées sur lesquelles se sont fondées quand même nos libertés. Il ne faut pas oublier ça quand même. C'est compliqué le rapport aux Lumières parce que les Lumières elles-mêmes sont ambiguës. D'abord, elles sont pas unies. Et il y a des oppositions très fortes au sein des Lumières entre Rousseau et Diderot. Il y a une vision du monde complètement antagoniste. En plus, ils se sont tous inspirés beaucoup de leurs prédécesseurs du XVIIe et du XVIe siècle. Ils ont été nourris par des penseurs, évidemment bon, aussi des philosophes antiques, mais par des penseurs extrêmement modernes. Ils ont lu Machiavel, ils ont lu Hobbes, ils ont lu Spinoza, ils ont lu Montaigne, ils connaissent les pièces de Shakespeare en partie, quand même, pas mal. Évidemment Molière, La Fontaine, etc. Donc, mais ils sont beaucoup moins gonflés que ces gens-là. Parce que ces philosophes qui les ont inspirés, justement, ont décrit un monde sans Dieu. Oui, en fait, c'est tout le Ils ont fondement de décrit un monde, l'humanisme. voilà. C'est commencer à penser le monde en dehors même de l'existence de Dieu. Exactement. Et pour finalement les Lumières, pour en quelque sorte être entendues et être acceptées à la fois par l'opinion et par le pouvoir, vraisemblablement, ils réintroduisent la divinité. Ou alors parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer le monde autrement, chacun son truc. C'est Voltaire que vous citez. C'est L'univers Voltaire. m'embarrasse et je ne saurais croire qu'une telle horloge existe et n'est point d'horloger. C'est ça, exactement. Et cette réintroduction de Dieu, qui quand même avait été évacuée de la conception du monde par tous ces gens qu'on vient de citer, on la paye très cher aujourd'hui. On la paye très cher, c'est une faille en quelque sorte dans notre dispositif républicain. C'est une faille parce que on ne se méfie pas de la nature, on réintroduit la nature ou Dieu, c'est la même chose, et on paye ça très cher. La laïcité paye ça très cher. La laïcité croit qu'elle n'a pour objet que mettre la religion en dessous des lois communes. Mais c'est pas seulement ça, pas que la religion, la nature aussi. Oui, enfin, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle la nature. Oui. C'est-à-dire que la nature, vous dites, c'est une autre façon de dire Dieu. Pas seulement. Il y a la nature comme étant un donné avec lequel nous devons faire et qui existe, et il y a la nature considérée comme devant être absolument respectée parce qu'elle serait meilleure que l'homme. En fait, la question de notre rapport à la nature, c'est la question de savoir si nous considérons que l'homme doit s'émanciper en partie de la nature, de quelle manière, et c'est en fait un rapport totalement dialectique, en permanence. C'est-à-dire, devons-nous totalement nier la nature, devons-nous nous soumettre à la nature, ou y a-t-il en permanence une recherche de ce qui fait ce rapport entre nature et culture? Les philosophes et les artistes, qui sont très proches, hein, du XVIe et du XVIIe, qui m'ont beaucoup nourri. Pour Spinoza notamment, Dieu et la nature, c'est la même chose, mais c'est un artifice rhétorique. Oui. C'est une façon de parler polysémique pour éviter les emmerdements avec la justice et avec l'autorité religieuse. Donc, le rapport à la nature, il est dès l'Antiquité, l'humanité en quelque sorte se sépare, l'humanité philosophique se sépare en deux camps. Il y a pour aller très vite, il y a les épicuriens pour lesquels
les dieux existent peut-être ou non, mais enfin bon, c'est pas un sujet parce que de toute façon, ils peuvent pas communiquer avec nous. Nous, on peut pas communiquer avec eux, donc il faut qu'on organise notre vie par nous-mêmes. On est responsable. On est responsable. D'ailleurs, ça se voit dans la peinture épicurienne. Enfin, c'est-à-dire ce qu'on voit à Pompéi, c'est une zone épicurienne. On voit par exemple que c'est à l'homme de déterminer les reliefs, les plans dans la peinture. Donc, ils inventent la perspective qui va disparaître pour revenir dans le traité d'Alberti au Moyen Âge. Qui disparaît parce qu'en fait, il y avait plus besoin. C'est-à-dire que le sujet de la peinture n'était plus l'homme comme être incarné, c'était l'homme comme créature de Dieu. Donc la perspective n'a pas de sens puisque ce qu'on dessine, ce n'est pas la réalité. Exactement, exactement. Donc c'est vachement intéressant parce que la peinture parle de ça, elle dit ça. Et donc, il y a cette partie-là. On dit tout est nature ou rien n'est nature, ce qui veut dire la même chose, ou tout est artifice ou tout est nature, tout ça, ça veut dire la même chose. Et puis, il y a une partie de la philosophie qui est très importante, qui n'est pas d'ailleurs nulle, loin de là, mais qui n'est pas celle du livre, qui est celle de Platon et des autres, qui disent, en gros, il y a une nature parfaite, idéale. Il invente les idées, c'est-à-dire l'idée de nature, et l'homme dégrade cet idéal. Il est impur, il est imparfait, et il déglingue tout ça. Et je cite un passage d'un auteur plus tardif, le romain, Pline l'Ancien, qui dit, alors lui, il dit carrément dans son histoire naturelle que ça va pas pouvoir durer. On est au IIIe siècle et il dit la planète c'est pas possible. Il parle comme Greta Thunberg, mais beaucoup mieux quand même. Bon, et il se plaint qu'on aille sur les glaciers, enlever des blocs de glace pour les enterrer de façon à avoir de l'été de quoi faire des boissons fraîches et des sorbets. On est au IIIe siècle, il dit on touche au glacier, c'est la fin du monde, on est foutu. Donc l'homme dégrade la nature. C'est complètement... Pour l'autre famille philosophique, c'est idiot parce que l'homme sait aussi la nature. Rien ne distingue l'homme de la nature. Et rien n'est... L'univers, la totalité de l'univers est une réalité que rien ne divise. Il n'y a pas d'un côté les artifices, de l'autre côté la nature. En tous les cas, pour les philosophes et les artistes de cette partie-là de l'Antiquité, certains présocratiques, et ensuite les philosophes, on pourrait dire matérialistes, et qui sont aussi des politiques, qui inventent la laïcité. Et, le traité théologico-politique, c'est vraiment une charte de la laïcité moderne. Enfin. Et donc on leur doit, ils sont peu nombreux, ils arrivent par moments dans l'histoire, mais ils sont extrêmement précieux, on leur doit tout. Les philosophes des Lumières ont piqué chez eux, mais après, c'est Darwin qui arrive et qui amène ce troisième deuil de l'homme qui n'est pas au centre de tout et qui n'est pas libre. Et puis c'est Freud. Après, il y a d'autres philosophes aussi qui sont très intéressants, mais c'est ceux-là qui marquent quelque chose qui permet de concevoir un monde sans recours, autre que notre raison. Mais ça, j'allais dire, c'est un processus qui notamment se met en place à partir du XVIe siècle, cette idée donc que on va essayer de penser le monde en dehors de Dieu, à partir de la raison humaine, et qu'on voit donc se déployer l'accomplissement est à travers les Lumières, dont la traduction politique et la Révolution française. Dans l'entrée liberté, qui est dans votre livre, vous essayez de définir ce que pourrait être la liberté en expliquant que tout le problème, c'est que c'est un concept évidemment extrêmement polysémique, difficile à attraper, mais que finalement la liberté apparaît comme étant la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Le problème est de savoir si aujourd'hui, justement, la liberté n'est pas réduite à être définie sur les réseaux sociaux par le fait de pouvoir dire n'importe quoi. C'est parce qu'on en a exclu la raison. La question, c'est de savoir comment on maintient la raison. Comment on fait en sorte, en effet, de ne pas penser la liberté en dehors de la raison, et comment politiquement on se donne les outils pour cela. Voilà, c'est d'énormes problèmes, tout simplement parce que c'est un mot de fou. Les gens pensent que d'abord il y a la liberté et ensuite l'homme invente des choses qui réduisent la liberté.
c'est exactement le contraire. La liberté n'existe pas. Dans l'état de nature, il n'y a aucune liberté. Il y a la survie, il y a la peur, la prédation, le rut, mais il n'y a pas de liberté. Et, la liberté, au fond, c'est l'aménagement avec beaucoup d'imagination et d'effort d'espace, de temps, qui vont transformer des nécessités, qui vont mettre de la beauté dans des nécessités, ou par exemple de l'érotisme dans le sexe. Tout ça, c'est la liberté. Tu vas mettre quelque chose qui n'est... L'homme est un animal, mais l'homme n'est pas une bête. Et s'il n'est pas une bête, c'est qu'il a de la liberté. Il a la liberté de faire autre chose que de répondre à des nécessités. Oui, mais si on vous suit bien, donc la liberté, c'est le moment où l'homme sort de l'état de nature pour devenir un être culturel. C'est ça. À ceci près que dans ce processus, justement, on peut aboutir à la logique, enfin, au bout de cette logique de l'homme comme être culturel s'étant détaché de la nature, et dans ces cas-là, il y a la liberté de s'affranchir de tous les déterminismes, de s'affranchir de tout, et même de s'affranchir de son corps, de s'affranchir de son identité, de tout ce qui nous préexiste. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc dans ce cas, où est la limite ? Est-ce que ce n'est pas vraiment un affranchissement? Je pense que l'homme pense, enfin je crois que l'homme pense à accéder à des moments de liberté. D'abord quand il sait qu'il n'est pas libre, ça c'est la première chose. Première chose, il n'est pas libre parce que, un, comme disait Galilée, il n'est pas au centre de l'univers. Deux, il est dans la continuité de la chaîne animale. Et trois, son inconscient lui fait faire n'importe quoi. Donc, une fois qu'on a compris ça, on travaille à s'aménager des espaces de liberté. Avant, c'est guère possible. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on s'affranchit de tout. Parce que s'affranchir... La liberté, c'est pas de vouloir donner du sens à tout. Il y a un principe finalement dans ce livre, c'est que l'univers n'a pas de sens. Par exemple, s'affranchir du corps, bon, pourquoi pas, mais genrer, par exemple, les histoires de genre, oui. Qui sont un peu... À un certain niveau, c'est acceptable. Voilà. Bon, voilà. Mais à partir du moment où on en fait une chose absolument identitaire et qu'on veut donner du sens au genre et au corps, là, on est dans la mystique. Ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs assez intéressant hein, le raisonnement que vous tenez sur cette question de la problématique transgenre et sur le fait que selon vous c'est une façon en fait de nouveau d'entrer dans une vision quasi religieuse du corps. Oui, bien sûr. Le corps n'a pas de sens. Et même un tatouage, si vous voulez, alors bon, c'est bénin, mais c'est une tentative de donner du sens à ce qui n'en a pas. Et je pense que quelqu'un qui s'affranchir de tout, je sais pas, si c'est évidemment pas ça la liberté. C'est pas s'affranchir de tout. Si on a du mal à rester sans manger, on peut pas s'affranchir de manger et être heureux. C'est lié à la satisfaction, à l'accomplissement, à la vie bonne. La liberté. Ça n'est pas lié à... Bon. Et c'est pas lié à des mutilations, forcément. On peut en discuter. Si les gens veulent se mutiler, qu'ils se mutilent. Mais au moins qu'ils sachent que c'est une pensée religieuse. Ça veut dire qu'il y a, contrairement à ce que disent nos philosophes, c'est-à-dire il y a une seule substance universelle qui existe sur des modes différents, mais il y a une seule substance. Ceux qui veulent faire dire quelque chose au corps ou à la nature pensent qu'il y a une substance intellectuelle et une substance matérielle. Et à partir de là, on est dans la croyance, parce que rien ne l'a jamais prouvé. Donc, à partir de ce moment-là, bah oui, on entre dans autre chose, on entre dans la métaphysique, mais on quitte la réalité. On construit un récit qui peut être consolateur, qui peut nous permettre de mieux organiser notre vision du monde, parce que ça nous fout la trouille de rien comprendre, mais ça n'a aucun sens. Mais vous expliquez à un moment, puisqu'il y a une entrée Europe, où vous expliquez que, selon vous, il y a cette espèce de spécificité de la civilisation européenne qui est une sorte de continuité, c'est assez d'ailleurs intéressant, qui date de 3000 ans et qui est une certaine idée justement
de la liberté, de cet affranchissement vis-à-vis du religieux. La question, c'est là aussi de savoir si réellement, d'abord, c'est un continuum de 3000 ans. Comment vous définissez cette spécificité européenne, ce rapport très particulier à l'individu? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon vous, fait que l'Europe n'est pas le reste du monde? Justement, le fait qu'elle ait quelque chose de très spécifique dans sa pensée, que n'ont pas eu les civilisations qui ont disparu. Les civilisations qui ont disparu, les civilisations égyptiennes, ou mésopotamiennes, ou incas, ou aztèques, elles se sont effondrées sur elles-mêmes. Et il n'en est pratiquement rien resté à part des curiosités anthropologiques et archéologiques, mais qui ne sont pas d'un grand secours pour nous aujourd'hui. Enfin, c'est très intéressant, mais voilà, bon, ça ne nous a pas apporté la pénicilline, voilà, et ni la chirurgie cardiaque. Mais ce qui fait que vraisemblablement que la civilisation européenne qui commence à palpiter dans les vers d'Homère, c'est incroyable. J'ai relu beaucoup l'Iliade et l'Odyssée. Il y a quelque chose de l'autre. C'est une considération pour l'autre. L'autre existe. Alors, il y a des moments où ça s'effondre, évidemment, mais il y a toujours cette même civilisation, ou cette culture, c'est un germanisme de confondre les deux, mais qui recommence à chaque fois, ce qui n'a pas été le cas dans les civilisations qui se sont effondrées ailleurs. Il y a toujours quelque chose qui revient, et on réétudie toujours les mêmes textes, on les retranscrit, on les remet sur des parchemins, des nouveaux supports, des papyrus. On utilise tous les supports possibles pour faire durer cette pensée. Au Moyen-Âge, les barbares sont passés, il n'y a plus grand-chose. On ne sait pas très bien en plus ce qui se passait dans ce très lointain Moyen-Âge, mais on sait qu'il y a des monastères où on retranscrit encore la pensée d'Aristote, Platon, Homère, enfin toute cette culture sans cesse ne cesse de rouler. Les Romains, la civilisation romaine, et ça s'agglutine toujours à la même chose, et à la Bible, à la base, on peut dire qu'il y a la Bible et il y a l'Iliade et l'Odyssée, qui sont les deux grands récits fédérateurs, mais ce sont des récits qui marchent très bien. Ils marchent très bien parce que ils fédèrent à travers les catastrophes, parce qu'ils sauvent l'autre tout le temps. Et il y a quelque chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce serait en fait cette espèce de, en permanence, de regard distancié sur soi, de capacité à remettre en cause, à ne pas être dans la certitude, à ne pas être dans l'évidence? Il me semble que c'est si on veut trouver un continuum entre les Grecs, les Romains et les Lumières, c'est peut-être ça. Vous avez raison, complètement raison. Il y a quelque chose qui est difficile à dire sans passer, mais il y a un humour dans cette civilisation. Il y a une distance. D'abord, ils ont inventé le théâtre, mais vraiment le théâtre, c'est-à-dire ça a évité de faire des hôtels ensanglantés dans tous les coins. On a représenté le tragique. La représentation du tragique et du comique, c'est quelque chose de décisif. L'appropriation de l'humour par le public, c'est quelque chose de très important. C'est une dédramatisation de la métaphysique et une mise à distance. Une mise à distance. Alors, par moments ça marche, par moments ça marche pas, mais c'est toujours là. C'est toujours dans ce monde européen, alors qu'il y a des limites élastiques. Alors, il y a quand même une chose complexe qui est qu'aujourd'hui, ce monde européen, d'abord, il a tendance, chez beaucoup de gens, et on le voit encore plus aujourd'hui, à être confondu avec un supposé monde occidental. Et ensuite, ce monde européen, il a tendance à être confondu avec une existence politique et administrative. Comment se crée l'articulation? Parce que c'est là où on voit dans votre réflexion, il y a la réflexion sur la civilisation européenne et vient s'y mêler la construction européenne, mais comme rêve de perpétuation de cette civilisation. Est-ce que c'est vraiment la même chose en fait?
La construction européenne, elle est consécutive enfin, à une tragédie, et à deux tragédies même. Mais c'était aussi le seul moyen, sans doute, de se sauver de la honte, de se sauver d'un échec, d'un effondrement, de pouvoir continuer. Enfin, voilà, Adorno, il disait on ne pourra plus jamais faire de poésie après Auschwitz. Et c'était une façon de répondre à ça, en disant bah si, mais on ne pourra plus jamais faire de poésie qui n'ait pas conscience qu'il s'est passé ça. Qu'il va falloir intégrer cette tragédie dans notre façon de penser, de rire, de nous amuser, de nous aimer, mais il va falloir quand même il va falloir avoir ça dans un coin de la tête, ça fait partie de nous maintenant. Et voilà, la construction européenne, elle est quand même partie d'une... qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est des merdes. Qu'est-ce qu'on a fait là? Il va falloir se relever dignement et, pas et honorer ceux qui ont été massacrés. Donc, c'est encore une fois un rapport à l'autre qui a motivé la construction européenne. C'est un rappel à l'ordre que l'autre existe comme moi, qu'il a un visage, et on voit d'ailleurs des philosophes comme Lévinas qui parle beaucoup de ça après la guerre, et l'autre a un visage, c'est le visage de l'autre, enfin, c'est vraiment l'urgence de parler de cette partie du corps qui nous oblige et qui nous interdit. Mais on est toujours dans la même histoire. C'est toujours la culture européenne, mais sous une autre forme, avec un autre langage, une autre façon de dire le monde. Mais oui, mais à ceci près que c'est assez complexe à penser, parce que si on vous lit, on regarde par exemple l'entrée gauche et droite, et où vous expliquez que finalement, bon, le clivage gauche-droite aujourd'hui est dépassé, que finalement le vrai clivage, c'est entre d'un côté les Européens tenant de la démocratie représentative, de l'autre souverainiste tenant du référendum, des choses comme ça. Est-ce que réellement il est là le clivage? Et qu'est-ce que ça veut dire européen dans ces cas-là? C'est-à-dire, ouais, on comprend ce que vous dites sur la civilisation européenne, mais est-ce que finalement les constructions politiques aujourd'hui réellement perpétuent cette civilisation? Pardon, mais le traité constitutionnel européen sur lequel on a eu à voter, il n'a pas la moindre référence à justement cette civilisation européenne que vous vantez, ou plutôt si, il y en avait une dans l'exergue, qui a été retirée avant qu'on vote sur le texte, qui était une citation de Thucydide, le discours aux morts de Périclès, oui. Nous appelons démocratie, etc. Voilà, qui est la définition de la démocratie. C'est le plus beau texte qui a été écrit sur la démocratie. Ouais, sauf que cet exergue a été retiré par les ministres, le Conseil des ministres européens, parce que Périclès était un chef de guerre et que les Grecs ne faisaient pas voter les femmes et les métèques, et que donc c'était pas bien. Donc quel lien entre cette civilisation européenne dont vous parlez, sa perpétuation, et cette idée que le clivage politique aujourd'hui, ce serait entre les Européens et les souverainistes? Oui, enfin, l'Europe, c'est pas simplement une construction politique, c'est aussi ce qu'en désirent et ce qu'en font les peuples. Il y a un peuple européen bien avant qu'on construise l'Europe, bien avant 1947. Est-ce que c'est un peuple européen? Oui, je pense qu'il y a un peuple européen. Ou est-ce que c'est justement une civilisation faite de peuples avec leur histoire et avec leurs liens, avec leur C'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce que, par exemple, il y a des choses qui sont étonnantes c'est pas pareil, mais c'est un peu les deux quand même. Parce que quand... Par exemple, Spinoza a écrit l'Éthique. Il est dans son petite baraque, là, en Hollande, et puis on sait qu'il écrit un livre très bizarre où il dit que Dieu n'existe pas. Enfin bon, il n'était pas grand-chose, Spinoza. C'était un prof de philo, en quelque sorte. Il avait des élèves. Et à Bologne, à Montpellier, à la Sorbonne, on savait.
Non, mais bien entendu. On savait, Mais on savait qu'il était en train d'écrire ça. Il y a des textes extraordinaires, par exemple toute la controverse sur les lettres des hommes illustres autour des continuateurs d'Erasme. C'était, voilà, ce sont des choses. C'est une communication. Il y a une culture commune, voilà. Bien entendu. Il y a une culture européenne très forte. Quand Montaigne et Shakespeare ont vécu quelques années ensemble, enfin, ils ont été vivants en même temps pendant quelques années. Montaigne, c'est la génération d'avant, mais et pourtant, dès la publication, des premières publications des essais, Shakespeare dispose des essais de Montaigne, c'est traduit tout de suite en anglais, et il lit intensément les essais de Montaigne. Il s'en sert parce qu'il recopie des phrases entières dans ses pièces de théâtre, et voilà, et ça, Cervantes, lit Montaigne. D'accord, je pense qu'au XVIe siècle, il y a beaucoup plus de communication culturelle entre les pays européens qu'aujourd'hui. Ouais. C'est extraordinaire. Mais justement, ça ne définit pas ce qu'on peut appeler un peuple. Et surtout, la question est de savoir aujourd'hui comment on perpétue cet héritage. Parce que, pour ma part, je pense que la construction technocratique de l'Union européenne est au contraire dans la destruction de tout ce que nous sommes en train d'évoquer. Je ne crois pas, et je pense qu'aujourd'hui, on aurait un vote européen sur un traité constitutionnel, ça ne se passerait plus de la même façon. Je pense que les voix critiques se feraient peut-être mieux entendre, peut-être que les pour et les contre auraient davantage de sujets de consensus, étant donné le danger qu'on représente, étant donné le danger qu'on représente pour toutes les dictatures du monde, par le mauvais exemple de liberté et de niveau de vie, etc. Et puis surtout, les gens commencent à comprendre que le monde est en train de se ranger selon des axes, ce qui peut arriver de pire. C'est voilà, voir les années 30, les fameux axes, et ces axes sont clairs. Enfin, ce sont des dictatures ou des régimes autoritaires qui sont plus attachés à la conservation de leur pouvoir qu'à l'épanouissement de leur peuple. Donc, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens qui se croient cyniques disent le fric, l'économie mène le monde, etc. Le pétrole, le marché chinois, l'immense manufacture chinoise. Mais c'est pas vrai. On se rend compte que l'idéologie est au-dessus. Là, on vient de se rendre compte, parce que Poutine, par exemple, s'il avait voulu... il aurait pu entretenir de très bonnes relations avec l'Europe de l'Ouest, mais c'est impossible pour lui, philosophiquement. Et donc, il aurait eu des autoroutes en bon état, il aurait eu des gens avec du fric qui gagnent bien leur vie, des immeubles, bon, tout ça. Il a préféré que ça soit la misère, mais que ses idées... sa vision du monde triomphe. Est-ce que c'est réellement comme ça que ça s'est joué, ou est-ce que c'est pas aussi le fait que au moment où Gorbatchev fait tomber l'Empire soviétique, il a besoin de l'aide des Occidentaux qui se disent on va pousser notre avantage parce que derrière on peut avoir les matières premières, les innombrables matières premières russes, et donc on préfère avoir Yeltsin que Gorbatchev. Et à ce moment-là, on rentre dans une mécanique qui est une mécanique mortifère, puisque le résultat de cela est l'arrivée au pouvoir de Poutine, qui justement répond à cette espèce de libéralisation. Donc c'est pour ça que là, vous dites, il y a des axes, les dictateurs sentent la démocratie comme un danger. Oui, c'est vrai, bien entendu, à ceci près qu'il y a différentes formes de démocratie et différentes formes de civilisation. Et c'est pour ça que je vous interrogeais tout à l'heure sur la différence entre Européens et Occidentaux. Est-ce que c'est réellement la même chose ? Est-ce qu'il y a un axe unique de ce point de vue-là ?
En gros, quand même, oui. Mais évidemment qu'il y a des différences entre certains pays, enfin, entre des pays et d'autres, que la démocratie américaine n'est pas la même que la démocratie italienne. Enfin, bon, mais néanmoins, il y a des valeurs communes suffisantes pour qu'on puisse se sentir menacé par les mêmes choses. Oui, mais c'est comme ça que ça Oui, marche. à ceci près que quand j'entends Biden dire devant des soldats américains en Pologne la semaine dernière, les États-Unis sont le seul pays au monde qui repose sur un idéal et pas sur une langue, sur une ethnie, les bras m'en tombent. Oui, voilà. mais bon. Et cette espèce de messianisme totalement univoque, ce n'est justement pas la culture européenne dont nous venons de parler et cet art du recul, de la remise en question de soi-même. C'est une variation. Oui, une variation de la culture européenne. Parce qu'il y a tout un cinéma, toute une musique, toute une littérature qui fait que finalement c'est quand même la famille. Mais c'est un pays tellement grand et tellement neuf et tellement violent qu'on peut peut-être lui donner sa chance pour les 2-3 siècles à venir. Ça va changer quelque chose. Alors nous on le verra pas, mais peut-être que pour l'instant ils sont encore dans quelque chose de brutal qui nous est assez étranger. C'est très exotique pour nous les États-Unis de ce point de vue-là. Mais je veux revenir à ce que vous disiez à propos d'Eltsine et de Poutine. Pousser l'avantage. Que font d'autres les nations? On parlait tout à l'heure de l'état de nature, enfin, elles sont dans l'état de nature, les nations, entre elles. Elles sont dans un rapport d'extrême violence. Il n'y a pas de liberté entre les nations, contrairement aux individus dans les démocraties. Et les individus dans les démocraties, ils ont l'impression que les nations vivent entre elles comme eux. Non, c'est pas le droit qui règne. Le droit ne règne pas du tout. Je pense que l'Europe, les États-Unis ont pas pu ne pas accepter les pays de l'Est, les ex-pays de l'Est, dans leur monde. Ils n'ont pas pu ne pas l'accepter. Et eux, ces pays, on peut les comprendre. Ils ont été colonisés avec une violence pendant des années. Ils ont vécu la peur, ils ont vécu la brutalité, ils ont vécu une précarité matérielle incroyable. Ils avaient envie de foutre le camp du giron russe. C'est tout à fait vrai. À ceci près que regardez la façon dont ça s'est passé. Ils sont intégrés, et puis au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on voit une Europe de l'Ouest qui tout à coup est tout étonnée de découvrir que la Pologne, la Hongrie ne pensent pas de la même manière et ne sont pas exactement sur la même ligne idéologique. Alors là, c'est de nouveau effacé parce qu'en effet, il y a un ennemi commun, donc ça y est, de nouveau, on trouve les Polonais et les Hongrois fréquentables, mais il y a encore 6 mois, ils ne l'étaient pas. C'est vrai, mais c'est la brutalité de l'histoire. Quand on a fait l'élargissement, ça a été une mesure d'urgence. Et pour eux, pour nous, bon, voilà, on a demandé... C'était aussi une mesure d'intérêt pour beaucoup. Oui, mais... Ça permettait une forme de dumping social au sein de l'Union européenne, un élargissement des marchés qui a été très très bien vu par beaucoup. Oui, par les gens très cyniques, mais bon, oui, ça a été le cas. Mais quand on a été pris de vitesse, cet élargissement s'est fait sans doute trop vite, je suis d'accord. Bon. Ne serait-ce que pour des raisons d'éthique. Il y avait ce qu'on appelle le devoir de mémoire, qu'on a exigé des Allemands, des Italiens, enfin tout le monde a dû faire son boulot, quoi, et se pencher sur son passé et dire ça, voilà, je le ferai plus, ça, je vais respecter telle loi maintenant, ceci, cela. On ne l'a pas fait avec ces pays-là. Et ça a été bâclé d'une certaine façon. C'est sûr, mais l'histoire allait très vite à ce moment-là et ces gens avaient envie de... Enfin voilà, les Hongrois, ils avaient déjà essayé dans les années 50, ils se sont fait écraser la gueule, les Tchèques en 68, et puis les autres, et les Polonais, ils en avaient marre. D'ailleurs, nos décoloniaux, je me demande pourquoi ils ne se sont jamais penchés sur cette forme de colonisation, parce que là, ils ne voient pas le privilège blanc, c'est entre blancs, donc ça ne les intéresse pas. Mais pourtant, la sauvagerie et la barbarie étaient la même. Et l'Europe a été obligée de les intégrer. Enfin, c'est sûr, on ne pouvait pas faire autrement. Il y avait pas c'est très difficile. Mais
En fait, dans ces différences, même qui sont des différences culturelles au sein de l'Europe, il y a cette question, on la voit toujours ressurgir, cette question de la conception de la liberté, de la conception de l'individu, et en fait, l'articulation entre liberté individuelle et bien collectif, la façon dont on pense l'individu, comment il se construit, comment il se débarrasse de ses déterminismes. Et là, on a quelque chose, en fait, dont j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à le penser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est systématiquement soit dans une vision de l'individu seul qui construit sa liberté dans la disparition de toute forme de lien, soit au contraire dans l'écrasement de l'individu par le collectif. Or, il me semble que tout l'intérêt des Lumières, c'est justement tout l'héritage que nous portons, c'est justement d'essayer de penser les deux, de penser la liberté individuelle et l'émancipation collective. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'aboutissement politique, c'est la révolution, c'est-à-dire l'idée du peuple souverain. D'où l'importance de la définition de ce que c'est qu'un peuple, de la définition de ce que c'est qu'une nation. Il n'y a pas de liberté si on ne sait pas penser la façon dont ensuite va s'exprimer cette souveraineté. Oui, un peuple, c'est un récit. C'est l'adhésion à un récit. Voilà. Et la qualité du récit, de la qualité du récit dépendra la qualité des libertés et du régime qui s'installe. L'individu, moi je pense qu'aujourd'hui, la dialectique entre l'individu écrasé par le collectif et l'individu au contraire qui s'extrait et qui veut... qui s'extrait de la solidarité finalement nécessaire. Aujourd'hui, je pense que les gens sont beaucoup plus sociaux qu'on ne le dit, et ils ne sont pas du tout individualistes. Pas du tout. Ils sont hyper socialisés, et beaucoup trop socialisés précisément. Parce que la démocratie, en quelque sorte, c'est-à-dire rendre effectives les libertés dans notre vie quotidienne, la liberté des autres et la nôtre, personnelle, c'est une affaire de culture, et c'est aussi une affaire qui nous regarde au plus intime, et qui nécessite de penser tout seul. Il faut penser tout seul. C'est très important. Il n'y a pas de démocratie sans des gens qui pensent tout seuls. Et aujourd'hui, si on est menacé, je pense que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, c'est que précisément, très peu de gens on pense tout seul, pensent par eux-mêmes. On leur apprend pas, on n'a pas cette culture-là, on a plus. L'a-t-on jamais eu? Oui, sans doute un peu plus autrefois, mais penser par soi-même, c'est quelque chose. On a eu en plus derrière la Seconde Guerre mondiale, l'université complètement dominée par des idéologies, l'université française. Ce qui n'a pas aidé les jeunes gens à penser par eux-mêmes. S'ils avaient pensé par eux-mêmes, ils n'auraient pas tous pensé la même chose en 68 de la même façon, avec les mêmes idoles, avec les mêmes... Il n'y avait pas de discussion. Enfin, il y avait le portrait de Guevara sur le mur, et basta. Enfin, ouais, bon. Alors que d'autres auraient pu quand même mettre Jean Moulin ou Churchill, mais non. Donc, à quoi ça tient aujourd'hui qu'on puisse rendre effectives les libertés démocratiques et les faire prospérer? Ça tient, c'est con ce que je vais dire, mais ça tient à l'éducation, ça tient au temps qu'on passe à ne pas penser en rond avec les autres dans ces boucles Instagram. Oui, mais du coup, ça tient au fait que pour qu'il y ait véritablement liberté, pour qu'il y ait véritablement des individus libres, il faut s'extraire du marché. Tout ne doit pas relever du marché, puisque justement, la liberté est un processus qui ne peut exister que si, en quelque sorte, il y a les éléments pour le susciter. De toute façon, le marché n'est pas tout, et on le voit bien une fois de plus. Pareil, même Xi Jinping, enfin, il est sorti de ce que pensait Deng Xiaoping. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie Deng Xiaoping de Xi Jinping? C'est que Xi Jinping pense autre chose que le marché. Il a des idées. Il a des idées sur ce que doivent penser les gens. Et
comment ils doivent se conduire, comment on doit conduire le gouvernement d'un pays. Il a des idées. Il ne pense pas du tout que le marché régule. En tous les cas, il n'a pas du tout envie que le marché ait le pouvoir. Mais je pense que le marché n'aura jamais le pouvoir. C'est une utopie. Optimiste, pessimiste, j'en sais rien, mais c'est une utopie. Et les gens inventeront toujours autre chose que ce fantasme de régulation par le marché. Évidemment qu'il faut s'extraire du marché. Tout n'est pas dans le marché. Mais tout ne sera jamais dans le marché. Ça ne marchera jamais. Il y aura toujours une idée qui supplantera. Alors, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, quand c'est des folies théologico-politiques, qui sont des récits mortifères pour le collectif, ou bien pour le meilleur quand ce sont des récits de qualité. Mais de toute façon, même le marché est un récit. Évidemment que ça ne marche pas. Derrière le marché, il y a des hommes qui pensent. C'est comme penser que les algorithmes gouvernent le monde. C'est complètement con. C'est des hommes et des femmes qui se servent de cet outil mathématique et qui ont une idée derrière la tête. Il y a toujours une idée derrière la tête. Toujours. Alors, il y a une chose qui m'a étonnée dans ce livre, c'est que, si je ne me trompe, il n'y a que 2 écrivains qui soient cités, qui est leur entrée. C'était une grosse frustration. Il y a Louis-Ferdinand Céline, pour une raison précise, qui est la réflexion sur la différence entre l'homme et l'œuvre. D'ailleurs, vous citez Jean Genet, sur lequel il n'y a pas de débat, curieusement, alors qu'il devrait y en avoir. Vous parlez de Polanski, du coup. Et donc, il y a toute une réflexion sur cette question du rapport entre l'artiste et l'homme, la façon dont il produit son œuvre. Et puis, il y a un autre écrivain, et où là, vous parlez de littérature, véritablement, et c'est Colette. Pourquoi juste elle? Pourquoi il y a tout à coup ce surgissement de quelque chose de très différent et qui n'a rigoureusement rien à voir avec le reste? Parce que le XXe siècle... parce que le XXe siècle me met en rogne un peu, m'énerve, enfin bon, c'est des mauvais mots, mais voilà. Parce qu'on a surévalué énormément d'écrivains dont on n'a plus rien à foutre aujourd'hui, mais on fait semblant de les aimer, mais ils nous ennuient à mourir. Des surréalistes, des trucs, enfin bon, voilà. Et on a les écrivains qui se sont vraiment colletés avec le réel de leur époque pour faire une œuvre. Quand ils étaient surdoués, ils ont eu du succès. Parce que malgré la critique, malgré le mépris de l'université française, ils ont eu beaucoup de succès. C'est un des drames de Romain Gary, par exemple, qui a même été testé, hein, s'est déguisé en auteur de gauche avec Ajar pour montrer que, la critique était ridicule. Elle l'a été d'ailleurs. Mais Colette, nous, les gens de ma génération, on a été abreuvés. Le grand écrivain français, ça a été Marguerite Duras. Il y a des choses très bien dans Marguerite Duras. Enfin, comme disait Pierre Desproges, Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries. Elle en a aussi beaucoup filmé. Oui, puis dit aussi, mais bon, le barrage contre le Pacifique, c'est très bien, mais bon, voilà, bon. Oui. Mais quand je me suis plongé dans les œuvres de Colette il y a quelques années, quand la Pléiade a publié ses œuvres complètes, j'ai été ébloui. C'est extraordinaire. J'ai été ébloui par cette écrivaine. C'est fabuleuse. Mais c'est une écrivaine, beauté incroyable. C'est parmi les plus grandes écrivaines françaises du XXe siècle, de très loin. Elle est incomparable avec la plupart des écrivains français du XXe siècle. Parce que d'abord, elle a un sens, justement, de l'incarnation. C'est-à-dire qu'elle parle de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle voit. Elle a un regard sur le moindre petit ray de lumière qu'on voit, sur le changement de couleur. Elle est dans le réel tout le temps. Et elle est dans la traduction en mots de toutes les sensations dans leur dimension la plus intime. Elle a sa place au cœur du livre. Alors oui, justement,
expliquez-moi pourquoi il fallait qu'elle soit là. Parce que, pour moi, j'ai autant de plaisir à lire Colette qu'à lire Montaigne. D'ailleurs, il y a des textes de Colette qui font vraiment penser beaucoup à Montaigne, notamment Étoile Vespère. euh, et elle a cette façon de parler de la réalité tragique, cette façon marrante de parler de la réalité tragique qui est le thème de mon livre. C'est comment parler joyeusement de la réalité tragique. Elle a quelque chose de... Elle a l'expérience, elle est physique, elle a fait du musical, elle a fait des tournées où il faisait froid dans les loges, où elle se foutait à poil sur des scènes de province. Bon, elle sait ce que c'est que cette vie d'hôtel et de... Elle sait ce que c'est que le regard. Alors bon, moi ça m'émeut beaucoup parce que, toute proportion gardée, c'est ma famille, ce musical. Et j'entends tellement ce qu'elle raconte, et j'entends tellement ce qu'elle a vécu quand elle est rentrée dans le monde des lettres, hein, comme artiste de musical. Et que je ne veux pas ne pas l'aimer, mais au-delà de ça, elle a une vraie force d'évocation. Elle fait surgir de son texte des réalités, comme vous le disiez, des choses, là, les marches de la maison de sa mère, n'importe quoi, enfin tout. Avec des tout. phrases Avec incroyables. des phrases sur son père, sur ses chats, c'est tout ce qu'on veut, enfin, tout est magnifique, elle est juste tout le temps, elle est juste comme une musique est juste, la note est juste. Et elle baratine pas, elle ne ment pas, elle ne ment jamais. C'est l'anti-Aragon. Voilà. Et elle a quelque chose comme ça, elle dit que... Et j'ai une énorme admiration pour cette écrivaine et de sympathie parce qu'elle sauve quelque chose du XXe siècle littéraire, Colette. C'est marrant parce qu'elle a eu des funérailles nationales. C'est étonnant quand même. Hein. C'est très émouvant. Et voilà. Et même, il y en a qui passent. J'aurais voulu faire un dictionnaire que littéraire. J'aurais pu le faire que littéraire. Ce sera le prochain. Oui, peut-être, oui. Mais j'aurais pu faire que littéraire, parce qu'il y a des rescapés du XXe siècle, comme ça. Il y a Malraux, qui passe pour un ministre du général de Gaulle. Mais on est ailleurs. J'ai relu longuement le musée imaginaire. J'en ai lu des centaines de pages. J'étais ébloui par ce texte. C'est un immense intellectuel, bien plus important que ceux dont on nous a rebattu les oreilles quand on était gosse au lycée. Enfin, et plus intéressant que Gide, plus intéressant que tout ça, mais de loin, très haut loin. Parce qu'il nous dit des choses sur nous-mêmes. On parlait de culture européenne, quand il parle de la statuaire gothique, et, tu sais, c'est nous, quoi. Il parle de quelque chose de formidable, enfin, cette entrée de la douleur dans... c'est fini les statues d'Apollon, etc. Mais l'art continue, mais il sera plus jamais pareil après la statuaire gothique. C'est formidable. C'est des aventures intellectuelles absolument merveilleuses. Le XXe siècle nous a peu offertes. Évidemment, il y a Proust, mais qui est une espèce de terre... de fin du... Oui, j'allais dire, c'est plutôt la fin... Enfin, c'est la fin d'un monde. Culturellement, Proust est plus la fin du 19e que le 20e siècle. C'est la fin d'une période que j'adore et que je trouve absolument fascinante, qui est cette période qui va de la fin du 19e siècle à la guerre 14. Il y a là quelques années, du point de vue de la création, à tout point de vue, qui sont très très stupéfiantes et très drôles surtout. Vous parliez tout à l'heure de la distance, de l'humour. Là, ça éclate. On est entre ces deux guerres, la guerre de 70 et la guerre 14. Et il y a une frénésie d'humour. Les copains de Proust sont des gros farceurs. Ils écrivent des Robert de Flers, des gens comme ça, ils écrivent des opérettes à mourir de rire, avec des musiques absolument sublimes. Reynald Dohan est un grand compositeur. Oui. Et il y a tous ces gens qui sont les plus merveilleux artistes du XXe siècle, qui sont tous là.
Déjà, Sandra Ars fait la prose du transsibérien, Apollinaire, alcool, enfin, Picasso, Proust, Un amour de Swann, Stravinsky, Le sacre du printemps, enfin, c'est incroyable ce qui se passe là en une année, 1913. C'est magnifique. Et ils sont très rigolos, tous. Ils ont une joie de vivre, un sens du tragique et une grande joie de vivre. Voilà, et puis le théâtre mute aussi à ce moment-là. Ils découvrent Stanislavski, Antoine, le fameux Antoine, donne un élan, un nouvel élan à l'art de jouer. Enfin, c'est formidable, c'est une période absolument géniale. Et après, c'est beaucoup moins bien. Après, c'est beaucoup moins bien. Parce que tous ces gens qui sont tellement libres, alors là, on peut parler de liberté. Bon, et Colette fait partie de ce monde. C'est déjà une patronne à cette époque-là. Elle règne déjà. Tous ces gens, la génération d'après, ils vont adhérer. Eux, ils n'adhèrent pas. Ils vont adhérer. Comme disait Paul Valéry, il n'y a que les moules et les imbéciles qui adhèrent. Eh bien, ils vont adhérer. Ils vont tous adhérer. Quand on lit les premiers poèmes d'Aragon, déjà, on sent qu'il va adhérer. Oui, après, on peut sauver d'autres. J'ai une tendresse pour Aragon. Il est virtuose, ça ne fait aucun doute. Mais oui, on ne peut pas tout sauver. Il ne dit pas la vérité. Il ment avec un immense talent. Exactement. Mais c'est pas très. Le mensonge, ça traverse mal le temps. Voilà. Vous avez la suite de ce dictionnaire. En tout cas, merci beaucoup. Donc, ça s'appelle Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. C'est publié chez l'Observatoire. Et c'est on va dire, un petit précis de réflexion pour soi-même, de discussion avec vous à travers l'argumentation. Donc, merci beaucoup. Merci, Natacha.